Aux côtés de Enja Unger, c'est donc un médecin-chercheur, François Lemaire, qui a réalisé ce documentaire, nous éclairant, vous venez de le voir, sur le long, très long processus ayant mené à l'encadrement légal de l'expérimentation humaine aux États-Unis, puis en France. Et aujourd'hui, quels sont les nouveaux enjeux majeurs de la recherche sur l'homme? En prolongement de ce film, nous allons nous poser la question avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de Débat-Doc, le professeur Jean-François Delfraissy est avec nous pour commencer. Bienvenue à vous. Votre visage est devenu familier du grand public puisque vous avez été le président du Conseil scientifique Covid-19. Vous êtes le président du Comité consultatif national d'éthique et vous avez consacré une partie importante de votre vie à la lutte contre les maladies infectieuses, à commencer par le VIH. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Vous êtes aussi, entre autres, l'auteur de ce livre, Un médecin au front, publié au Seuil et coécrit avec Denis Lafay. Également avec nous, le professeur Djilali Hannan. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de médecine, chef du service médecine intensive réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré. C'est à Garches, en région parisienne. Vous avez par ailleurs été conseiller de la ministre de la Santé Marisol Touraine. C'était entre 2012 et 2017. Et puis enfin avec nous, Élise Roumeau. Bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Grenoble-Alpes, auteur d'une thèse dont le titre est le suivant: Les sujets humains d'expérimentation face aux droits fondamentaux. Nous sommes pile poil au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Cette thèse a été publiée aux éditions Mar et Martin. Alors ce documentaire que nous avons vu ensemble a été co-réalisé, je l'ai dit, par un professeur de médecine, François Lemaire, que vous connaissez sans doute parmi ceux qui sont avec nous sur ce plateau ce soir. Et il a pour vocation de nous rappeler, de nous mettre en mémoire ce qu'a été ce très long processus pour encadrer la recherche humaine, processus législatif. Tout commence donc en 1947 avec ce fameux procès de Nuremberg, parce qu'on l'oublie souvent, il n'y a pas eu un seul procès de Nuremberg concernant les principaux dignitaires nazis. Il y a eu 12 procès de Nuremberg au total, dont ce fameux procès concernant les médecins nazis, avec ce fameux code de Nuremberg dont l'article 1er touche finalement ce qui est le cœur de notre interrogation à travers ce documentaire et cette évolution législative, c'est le consentement des malades, des patients. C'est l'essentiel. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire que ce fameux consentement est acquis au gré de ce processus législatif aujourd'hui en 2025 ? Alors, la réponse est oui, bien sûr, la notion du consentement est fondamentale. Je veux rester quand même une minute sur ce deuxième procès de Nuremberg, parce Oui. que le grand public ne le connaît pas bien. Oui. Vous savez qu'il y a eu des atrocités réalisées par un certain nombre de médecins allemands durant la Seconde Guerre mondiale, chez les Juifs et d'autres personnes, au nom de la science. Et alors qu'aucune science n'est sortie de ces expériences dramatiques réalisées dans les camps de concentration. Une chose qui n'est pas connue, qui est donnée un peu dans le film, c'est que ces médecins nazis n'étaient pas des petits médecins qui avaient été entraînés par le nazisme, mais que la majorité d'entre eux étaient des grands patrons de Berlin et de Munich, et la médecine allemande était, dans les années 30, extrêmement puissante. Un certain nombre d'ailleurs de prix Nobel de médecine étaient des Allemands. Ça nous indique qu'au nom de la science, des grands médecins ont complètement dérapé. Et il ne faut jamais l'oublier. La bioéthique et la notion d'éthique en médecine et dans le soin est quelque chose de beaucoup plus ancien que le deuxième procès de Nuremberg. Néanmoins, ce deuxième procès de Nuremberg a construit la bioéthique moderne telle qu'elle est maintenant réalisée, en tout cas dans les grandes démocraties européennes et je dirais également américaines. Donc c'est fondamental, et en particulier que les jeunes entendent ça, parce qu'on a tendance à oublier. La science, la médecine peut à certains moments déraper. Il y a un certain nombre de grandes règles éthiques qui doivent être rappelées. Et une fois de plus, ce qui a été fait au nom de la science n'a produit aucune science. Sur cette évolution législative, sur le thème, sur ce film, sur ce documentaire, qu'est-ce que vous avez envie de dire de plus que le professeur Delfraissy à l'instant ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que nous soyons tous conscients que ce n'est pas le passé, que cette question-là, elle est
permanente et elle doit se poser permanente. Il ne faudrait surtout pas que l'on considère que oui, mais cette question-là était une question des atrocités commises par les nazis pendant la guerre. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, non, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Si, c'est quelque chose qui arrive. Et d'ailleurs, assez récemment, on l'a vu au début de la pandémie Covid, que par moments, assez souvent, malheureusement, eh bien, on a à nouveau flirté avec cette tentation de dire « Ah oui, mais au nom de la science, parce que le monde est pris par une terrible pandémie, et donc au nom de l'humanité, oui, on peut se permettre de déroger à ce qui doit rester absolument fondamental, c'est que chacune et chacun est entre guillemets propriétaire de son corps et doit impérativement consentir, être volontaire, vouloir participer à une recherche, quelle qu'en soit la finalité, quelle qu'en soit la finalité. Et ça, c'est quelque chose, moi, que ce documentaire montre bien. En tout cas, moi, c'est le message principal. Et il montre le risque ou la tentation, encore une fois, avec le temps, de laisser revenir ces travers liés un peu au paternalisme, ou alors au fait qu'au nom de la science ou de la médecine, on aurait tous les droits. Il a fallu des scandales médicaux liés à ces fameuses expérimentations pour en arriver à la législation existante aujourd'hui, notamment en France. Comment on l'explique ça ? On l'explique, je pense, parce que... Ça n'allait pas de soi. Voilà, effectivement, ça n'allait pas de soi, et aussi parce qu'il y a une certaine réticence, et il y a eu cette réticence historique à encadrer le progrès médical, certainement parce qu'on a la crainte que cet encadrement du progrès médical vienne le freiner. Or, il ne faut pas oublier que ces règles éthiques, ces règles juridiques qui se sont construites, elles ne visent pas à freiner le progrès médical, mais à permettre qu'il se développe dans des bonnes conditions. Ce qu'il faut peut-être aussi que pour le grand public comprenne, c'est que pour avancer en médecine, et en particulier dans la médecine moderne, qui est une médecine qui est extraordinaire, hein. Quand on regarde les grands journaux médicaux actuels, on se dit que les progrès de la médecine sont encore devant nous. Ils ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous. Et pour avancer, bien sûr, il va y avoir des techniques plus actuelles, et on en parlera probablement sur le numérique. On va y venir. Oui, mais en tout cas, pour cette période qui vient de passer, et encore maintenant, on est obligé de passer à un temps donné, quand on découvre une molécule qui a été découverte à la fois conceptuellement, puis ensuite expérimentée dans des tissus cellulaires, puis ensuite expérimentée éventuellement chez l'animal, on est obligé à un moment donné de passer chez l'homme. Et le passage chez l'homme entre ce qui est encore de la recherche, pour montrer que tel médicament va avoir une certaine forme d'efficacité, jusqu'à quel point on va le regarder, et avant de le mettre, entre guillemets, sur le marché, pour le considérer que c'est un médicament qui est utile et qu'il va pouvoir être délivré aux patients, il y a cette phase qui peut être plus ou moins longue, qui comprend différentes phases qu'on connaît très bien là maintenant, qui est la construction de la médecine moderne et qui est absolument indispensable. Donc on ne remet pas en cause cette phase absolument indispensable qui est la recherche clinique, la recherche opérationnelle qui doit être réalisée chez l'homme. Toute la question est de savoir dans quelles conditions on la met en place, à la fois sur les aspects juridiques que vous avez soulignés, sur l'aspect, je dirais, humain et citoyen que Djidjali a souligné également. Et c'est cette phase d'encadrement auquel toute une génération, et la génération de Lemaire en particulier, a joué un rôle fondamental pour encadrer, entre guillemets, donner des règles à la fois pour les médecins, donner des règles et des explications pour les patients, car fondamentalement, tout ça est construit pour les patients.
sur la surréactivité, peut-être la tentation de dépasser la ligne rouge en la matière. Il y a ce fameux épisode de la Covid-19. Il a été écrit que vous aviez subi des pressions politiques pour autoriser la fameuse hydroxychloroquine. C'est la réalité. Vous avez subi des pressions politiques en la matière et la tentation a été grande pour certains, comme le professeur Raoult, puisqu'il s'agit de lui, qui l'avait mise en avant, cette thérapie pour aller au plus vite vers un vaccin contre ce fameux virus. Vous avez eu ces pressions, il y a eu cette tentation dans la profession à un moment, d'une partie de la profession. Alors, vite, trop vite dans la matière. J'ai déjà été très clair, puisque je l'ai écrit. Quand on écrit, on se mouille. Ouais. Je n'ai reçu aucune pression politique. Ouais. Ça a l'air invraisemblable à croire, mais je n'ai reçu aucune pression politique. Bien sûr, j'ai eu des discussions tendues avec le politique, mais je n'ai reçu aucune pression politique pour me dire il faut écrire ça ou pousser à prendre telle décision. Je rappelle que les décisions ont été prises par les politiques, et c'est d'ailleurs le cas, on quitte l'affaire du Covid, mais en général, finalement, il faut passer par la loi, et c'est ça qui est fondamental. Nous, les médecins, nous sommes là pour indiquer, éclairer, mais fondamentalement, c'est le politique qui décide. Les principales pressions que j'ai eues durant cette partie Covid, elles viennent plutôt du corps médical, ce qui vous montre bien, et c'est ce que redisait Djilali, la situation complexe dans laquelle on se trouve parfois. Bien sûr, il y a eu cette partie très, très, très difficile de Nuremberg. On est probablement loin de Nuremberg. Il faut faire très attention à ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se passe en ce moment, regardez aux États-Unis, est un bon exemple des évolutions qui pourraient aller très vite. On va voir un extrait du film et je vous donne la parole juste après pour parler d'aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui, la recherche médicale n'a plus rien à voir avec celle de mon époque. Le consentement du patient est au centre. La recherche conduite de façon collégiale est encadrée par la loi. Les protocoles sont soumis et autorisés à la fois par un comité d'éthique et par l'Agence du médicament, sous le contrôle de tiers indépendants. Des technologies nouvelles permettent de s'affranchir de plus en plus de l'expérimentation sur l'homme. On va revenir sur ces technologies nouvelles tout à l'heure. Pour le reste, voilà le cadre général dans lequel vous évoluez, vous, en tant que professeur de médecine. Oui, moi, il vous paraît satisfaisant, complet, Alors, contraignant? Un cadre est toujours contraignant. Un cadre, ça a des limites, ça déborde, c'est toujours contraignant et il est très humain, c'est un comportement humain de flirter avec les limites. Et puis, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-François. Il y a une constante qui est cette intrication entre les médecins soignants, les médecins chercheurs et les politiques. Un exemple très illustrant, c'est le clonage. Tout est en place depuis plus de 2 décennies. Mais une décision collective internationale a été de dire non, nous n'irons jamais franchir cette frontière, bien que l'ensemble des outils et tout soit là. Alors j'ai vu que l'expérimentation humaine était en recul en Europe, au profit du continent américain d'une part et du continent asiatique. Je voulais savoir si ce basculement qu'on observe concernant l'expérimentation est dû à des normes trop importantes, à un cadre trop rigide, le cadre que nous avons évoqué ensemble, ou à d'autres raisons? Je pense que du point de vue du cadre juridique, du moins, on peut être relativement satisfait en France et en Europe de manière plus générale de ce que l'on a réussi à obtenir. Ouais. Mais sur le plan international, est-ce qu'il y en a qui jouent, est-ce qu'on joue tous le même jeu? Est-ce qu'on joue tous avec les mêmes règles? Non, en effet, les règles sont différentes et c'est pour ça que les droits fondamentaux sont essentiels puisqu'ils vont fixer des lignes directrices pour malgré tout apporter un cadre relativement universel pour la protection des sujets d'expérimentation. Mais malgré tout, ces droits fondamentaux ne suffisent pas à eux-mêmes. Les textes internationaux ne suffisent pas. Et effectivement, quand une législation nationale est plus permissive qu'une autre, ça permet effectivement que les recherches soient peut-être
plus menée dans d'autres États, et aussi suscite la crainte de ce que certains appellent la fuite des cerveaux, qui iraient à l'étranger finalement pour faire de plus grandes expérimentations. Quelle est votre réflexion sur la base de ce constat? Ça serait dû à quoi, selon vous, essentiellement? Parce que là, vous parlez de façon globale. Oui. Et ensuite, moi, je vais vous répondre en fonction des thématiques. Alors, allons-y. Et il y a des thématiques sur lesquelles on est en retrait, mais il y a des thématiques où, par exemple, l'Europe, y compris la France, reste relativement leader dans le domaine. Par exemple, en oncologie, on reste totalement comme leader. Dans le domaine de l'infectiologie aussi, on a été très leader à une période donnée dans le courant du VIH/SIDA. On a été un peu moins, puis on le redevient là maintenant sur de nouveaux sujets. Il y a. Mais à l'inverse, quel type d'expérimentation on fait en Asie aujourd'hui et qu'on a d'une certaine manière délocalisé, les règles ne sont pas les mêmes, comme les règles commerciales ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas les mêmes dans ce domaine. Il y a des problèmes de coûts aussi. C'est-à-dire que la recherche clinique, ça a des coûts en termes pour l'organisation par rapport à l'industrie pharmaceutique, le lien avec les investigateurs, le lien avec les structures hospitalières dans lesquelles elles ont lieu, et les coûts ne sont pas les mêmes. Le coût d'un essai clinique qui est fait, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière ou à Garches, n'est pas tout à fait le même que dans un hôpital polonais, par exemple. Et la Pologne, par exemple, est en ce moment une partie de l'Europe, c'est-à-dire de pays européens avec les mêmes normes législatives, les mêmes normes éthiques. Eh bien, il y a un déplacement plutôt vers les pays dits de l'Europe de l'Est, entre guillemets, ou à l'époque de l'Europe de l'Est. Et en effet, en Asie, où alors là, c'est un mélange, où à la fois les coûts ne sont pas les mêmes, où les règles ne sont pas les mêmes. Je rappelle qu'un des très grands pays scientifiques, qui est la Chine, par ailleurs, a quand même, au niveau de règles éthiques, des choses un peu qui nous paraissent totalement aberrantes. Je rappelle que encore en Chine, dans ce grand pays, c'est plus de l'expérimentation clinique, mais par exemple, ils vendent les reins de condamnés à mort ou les foies de condamnés à mort pour la transplantation. Donc on est dans une éthique qui sont complètement différents, de nature totalement différente. Non, j'ai juste un point qui relève quand même aussi probablement de ça, sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. Une des choses qui a fait bouger les lignes sur la recherche clinique en France, en Europe, aux États-Unis, etc., je le pense, alors je suis issu de ce milieu, mais c'est l'éruption du pouvoir du milieu associatif au moment du sida. Et ça a fait véritablement bouger les lignes. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors que la médecine... C'est l'activisme des malades évoqué dans le film. On était dans une période extrêmement noire au niveau scientifique. Il y a eu un activisme des patients avec ACT UP, il y a eu de nombreux films là-dessus pour le montrer, et qui ont introduit la notion que ce n'était même pas la recherche pour les patients, c'était la recherche avec les patients. Et la construction, on a même passé l'étape d'après, c'est avec les patients qu'on construit la recherche. Et je pense que fondamentalement, en termes démocratiques, c'est ça qui a fait bouger les lignes. Donc, soyez pas étonnés qu'en fonction du niveau démocratique des pays, eh bien, on a évidemment des réponses qui sont différentes. Moi, je vais faire deux commentaires. Le premier, c'est qu'il y a probablement une différence entre la recherche clinique qui est promue par l'industrie dans le cadre du développement et de la mise sur le marché de nouveaux médicaments ou de nouveaux dispositifs. Donc là, nous parlons des laboratoires pharmaceutiques. Des laboratoires pharmaceutiques, où effectivement les enjeux de conduire rapidement, de pouvoir... Au meilleur coût, ça a été dit par le professeur Delfrécy. Absolument, peut inciter à ce déplacement vers des pays où peut-être la législation est plus souple, mais aussi, on le voit aujourd'hui, les agences de régulation européennes comme américaines prennent en compte cette dimension, et on a vu certains produits retirés du marché par la FDA au motif qu'ils avaient été principalement développés dans des conditions, on va dire, pas forcément transparentes. Le deuxième commentaire, c'est qu'aujourd'hui, et déjà depuis au moins une bonne dizaine d'années, on a vu se transformer la recherche et les essais cliniques avec un décloisonnement. C'est-à-dire qu'on est vers de plus en plus des essais cliniques qui impliquent plusieurs pays en même temps. Parce que, on va plus vite. On prend mieux en considération
tous les facteurs socio-économiques, environnementaux, politiques, qui peuvent ensuite influencer la façon dont les résultats de cette recherche impactent les soins dans les différents pays. Et par exemple, dans l'Institut hospitalo-universitaire sur le sepsis et les affections sévères ça, c'est votre spécialité. Voilà, que je dirige à Garches, eh bien, on est en train de mettre en place un essai clinique dans les maladies infectieuses graves qui va d'emblée être multinational. C'est-à-dire qu'on va intégrer d'emblée des pays européens, mais aussi en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, parce qu'on veut que les résultats de cette recherche puissent bénéficier au plus grand nombre. Si vous conduisez un essai exclusivement en France, personne ne peut dire que les résultats de cette recherche sont aussi applicables aux États-Unis ou dans d'autres modèles socio-économiques, d'autres modèles sanitaires. J'ai lu aussi que beaucoup dans le corps médical se plaignaient de l'excès de normes en matière d'expérimentation médicale et que cela pouvait être un frein aujourd'hui à l'expérimentation humaine en Europe, notamment à comparer à d'autres pays. Vous confirmez, trop de normes tuent les expérimentations médicales sur les hommes en Europe ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a trop de normes et que ça tue l'expérimentation médicale. Il y a de l'expérimentation médicale en Europe. Mais je voulais rebondir parce que ce qui est intéressant avec ces essais qui sont multinationaux, c'est qu'ils vont mobiliser pas seulement des règles strictement juridiques. On va aller au-delà de ces règles-là pour mobiliser des règles éthiques. Parce que sur l'éthique, on a plus facilement une adhésion internationale sur des aspects comme le consentement, l'information, le respect de l'intégrité, alors que sur des textes juridiques, donc des textes qui sont très contraignants, qui obligent en fait les chercheurs, il y a plus de difficultés à se mettre d'accord, les États les uns avec les autres, et à adopter la même législation. Donc finalement, ces règles éthiques dans l'encadrement de la recherche, elles ont une place essentielle pour pouvoir participer au développement de cette recherche médicale. J'appuie évidemment ce qui vient d'être dit sur la notion de cette vision éthique, mais néanmoins, quand je vois finalement au cours des dernières années, je vous le disais avant l'émission, je suis frappé par que le fondement même de la recherche clinique qui repose sur le consentement, c'est beaucoup compliqué. Au bon sens du terme, personne n'a raison, personne n'a tort, mais on est parti de consentements qui étaient de quelques pages, qui allaient à l'essentiel, où on a maintenant des consentements de 40 pages. 40 pages, hein, y compris dans des essais qui ne sont pas ceux de l'industrie pharmaceutique, dans des essais de grands organismes de recherche. Parce qu'on veut bien faire, on veut que tout soit mis, on veut que le patient soit éclairé le mieux possible, et que dire, c'est normal, c'est tout à fait logique. Mais trop peut être à certains moments, trop, parce que je me mets à la place du patient. Je l'ai vécu, moi, à titre personnel, sur un truc privé où j'ai voulu rentrer dans un essai, etc. Et on m'a confié un truc de 40 pages, je savais très bien qui j'étais, mais j'ai dit, enfin, c'est pas possible, pourquoi vous me confiez un truc de 40 pages alors que ça aurait pu être raconté en 5 ou 6 pages. Donc il y a probablement quand même à faire, ça je le dis pour la jeune génération de médecins et de juristes, de nouveau un retour, je dirais, à ce qu'était l'origine. L'origine, et qui est fondamentale, c'est le consentement autour du patient, d'aller aux choses dures, aller aux choses essentielles, et de simplifier un tout petit peu, je pense. Il y a un effort à faire. Alors, sous votre contrôle, le processus pour une expérimentation, doit d'abord, ces expérimentations doivent d'abord avoir lieu sur des animaux, ensuite sur des personnes, des volontaires sains, et enfin sur des malades. C'est ça le processus idéal, si j'ai bien compris. Je voulais m'attarder une seconde sur ce qu'on appelle les volontaires sains, pour ne pas utiliser, évidemment, le terme cobaye, très souvent utilisé en la matière, mais on peut être volontaire pour ces expériences.
d'expérience, à certaines conditions. On ne peut pas gagner, et c'est rémunéré, on ne peut pas gagner plus de 4 500 € par an lorsqu'on se porte volontaire. Sur ces volontaires sains, le choix de ces volontaires, pour quel type d'expérimentation, vous avez un avis à formuler en particulier, des réserves peut-être aujourd'hui? Ça a l'air mal connu du grand public, ça. Alors, en France, probablement, dans pas mal de pays, y compris européens, comme l'Angleterre ou la Hollande, c'est extrêmement répandu. C'est très important, la recherche sur le volontaire sain. C'est en général la première fois qu'on va administrer à un homme ou une femme une molécule nouvelle. Et donc, c'est comme tout. On a d'abord besoin de connaître l'effet de cette molécule en physiologie, c'est-à-dire sur le corps normal. Alors, une fois qu'on a expliqué qu'effectivement c'est important, il est encore plus important sur la personne qui n'a aucun problème de santé, qu'on va exposer à une nouvelle molécule, d'avoir réussi quand même à réduire à quasi néant les risques pour cette personne. Et donc là, l'encadrement doit être encore plus important. Parce que le patient, la personne qui est porteuse d'une maladie, peut probablement toujours avoir un bénéfice à un nouveau médicament, notamment dans des maladies chroniques ou des maladies graves comme le cancer. La personne qui est saine, elle, aura aucun bénéfice de cette molécule et aura potentiellement des risques. Donc c'est ces risques qu'il faut pouvoir réduire au minimum, et l'encadrement là doit être vraiment strict, vraiment ferme, et il est hors de question de revenir à ce qui a été fait, par exemple, aux États-Unis, c'est-à-dire de la recherche sur les prisonniers ou sur d'autres populations vulnérables. Les recherches racialisées aux États-Unis, ce qui était l'émergence de scandales au milieu des années 70. Sur ces volontaires sains, en regardant, je me suis rendu compte aussi qu'on était dans un milieu assez fermé. Il y a rarement de petites annonces pour participer à des expériences médicales. C'est très peu connu du grand public. On a le sentiment d'un entre-soi pour mettre en place ces expérimentations. Et trouver ces volontaires aujourd'hui en France, c'est une réalité ou pas? Cet entre-soi pour ces volontaires? Là où il y a une difficulté sur le recrutement des volontaires sains, me semble-t-il, c'est les populations effectivement qui sont choisies et la possible vulnérabilité des populations qui sont choisies. Il y a eu quelques scandales récemment sur ce choix avec des populations sans domicile fixe, des populations non francophones à qui on présentait des documents d'information en français. Et il y a encore d'importants enjeux sur le recrutement de ces volontaires sains. Et effectivement, je pense qu'il faudrait éviter cet entre-soi pour éviter ce qu'on voit aux États-Unis encore, de ce que certains sociologues ont montré aux États-Unis et ce qui est évoqué dans le documentaire, à savoir des volontaires qui sont presque professionnels parce que prêts à recruter, prêts à consentir à la participation à la recherche. Oui, Laurie, ça serait d'en faire un métier en quelque sorte, en tout cas un point régulier à ses propres revenus. Votre avis sur le sujet? Non, moi je pense que tout a été dit. Je voudrais, puisqu'il nous reste peu de temps, oui. Vous aurez le mot de la fin. Qui n'a pas été abordé, c'est peut-être l'apport technologique à la recherche. Oui. Non, les nouvelles techniques. L'intelligence artificielle, elle est évoquée à la toute fin du film. Avec l'intelligence artificielle, mais Gilaï peut en parler mieux que moi. Mais le numérique et santé est en train de révolutionner la santé, mais au bon sens du terme. Enfin, en tout cas, il faut qu'on en sorte au bon sens du terme. Et entre autres, il y a une technique un peu particulière avec les jumeaux numériques qui peut, je dirais, avec prudence, mais qui va changer probablement encore notre vision aussi de ce que va être l'inclusion dans les essais thérapeutiques. Alors les jumeaux numériques, il faut sans doute nous en dire un mot. Les jumeaux numériques, de façon très simple, consistent à créer un jumeau d'une personne, d'un patient, à partir de données qui viennent de la personne et de l'intelligence artificielle, et donc avec ces modèles mathématiques et surtout l'accès à des données massives, eh bien on est déjà aujourd'hui capable de produire des jumeaux numériques qui vont permettre, on l'espère, de pouvoir tester
de nouvelles molécules, de nouveaux traitements, d'abord sur le jumeau numérique d'une personne avant de lui administrer. Mais cette question-là vient compliquer la question du consentement Exactement. et de l'information au patient, parce qu'il y a toute la question derrière des données individuelles, des données personnelles et de l'utilisation de ces données au profit du patient, mais aussi au profit des autres. Autrement dit, cet apport du numérique, de l'intelligence artificielle devrait assez logiquement réduire le nombre d'expériences sur les humains demain ? On l'espère. Il y a toute une dimension aujourd'hui où on crée des patients virtuels grâce à l'intelligence artificielle. On le fait dans le cadre de l'IHU et on espère que ça va marcher. Si ça marche, demain, on aura beaucoup moins besoin de faire les expérimentations chez l'homme. Et vous allez avoir le mot de la fin cette fois, mais ça va créer, vous l'avez laissé entendre, peut-être soulever d'autres questions juridiques, d'encadrement, Tout à cette fait. évolution. Lesquelles ? Il va falloir réussir à mêler la bioéthique et le droit du numérique qui est en constant développement actuellement, qui présente des enjeux éthiques lui-même particuliers. Et c'est le mélange de ces différentes règles qui va présenter de nouvelles difficultés et de nouveaux enjeux. Bon, voilà les enjeux de demain, finalement, pour cette... Oui, on va d'ailleurs largement en discuter lors des états généraux de la bioéthique que nous relançons, et en particulier avec le sujet sur numérique et santé, que nous relançons à partir de la fin de l'année. Bon, ce sera à suivre pour tous ceux qui ont été conquis par notre échange après ce très beau documentaire qui nous a récapitulé ce qui a été le très long processus législatif pour encadrer les expériences sur les êtres humains. Un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir été avec nous pour cette émission. On aurait souhaité passer beaucoup plus de temps avec vous pour parler de ce sujet aujourd'hui. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc. J'imagine qu'elles seront nombreuses après cette émission. Vous pourrez d'ailleurs réagir à ce que seront les réactions sur cette adresse. Merci à Félicité Gavalda qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à Yasmine Benaïssa. Prochain rendez-vous avec Débadoc, ça sera à la même place, à la même heure et bien sûr toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.